Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami, notre cher professeur Raphaël Mison. Bonjour Raphaël et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir, hein. Je vous en prie, Abdel-Jalil, merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes une figure, une juriste bien connue, spécialiste en droit public international. Vous êtes professeur, vous enseignez à l'Université française. Je vous invite aujourd'hui pour aborder avec vous votre article qui m'a vraiment impressionné. Je vous suis depuis 10 années, hein. Votre démarche scientifique, objectif, loin de considérations politiques, hein. Vous traitez les sujets d'une façon juridique et clinique. Vous avez abordé, vous avez exprimé sur l'amitié franco-israélienne comme excuse de la violation du droit international. On a vu aussi la naissance de cette idée de donner, d'octroyer l'immunité en France à Benjamin Netanyahu face au mandat d'arrêt international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue, votre article et tout? Oui, je vais essayer. Merci beaucoup, Abdel-Jalil. Avant de commencer, peut-être à expliciter les éléments juridiques qui sont relatifs donc au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale et à la position française. Si vous le permettez, Abdel-Jalil, je voudrais évoquer brièvement la situation de la population de la bande de Gaza, qui est toujours sous assaut israélien. Il y a peu, le 28 décembre, l'hôpital Kamal Adwan, le dernier hôpital du nord de Gaza, qui est doublement assiégé, a été détruit et incendié par l'armée israélienne. C'est l'OMS elle-même qui le rapporte. Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, le docteur Oussam Abou Safia, ainsi que d'autres hommes ont été arrêtés. Ce docteur Abou Safia alertait depuis plusieurs jours sur l'attaque contre l'hôpital et il est fort probable, puisqu'il a été arrêté, qu'il est fort probable qu'il sera torturé aux mains des Israéliens, comme l'a été le docteur Adnan Al-Bourch pendant plusieurs mois, avant de succomber, probablement violé à mort en avril 2024. C'est l'illustration de la dépravation morale qui s'exprime dans le génocide de Gaza, qui est en cours, comme vous le savez tous, depuis plus d'un an, sans réaction internationale majeure. Et Israël, dans ce génocide, viole, pour reprendre la formule des textes internationaux, viole toutes les lois de l'humanité généralement admises. Et je crois que c'est en ayant à l'esprit ce contexte qu'on peut réfléchir à la position française relative à l'arrestation des dirigeants israéliens demandée par la Cour pénale internationale le 21 novembre 2024. Donc j'essaierai d'expliquer pourquoi la position française exprimée il y a un mois n'est pas juridiquement soutenable, particulièrement au regard des obligations de la France relatives au génocide de Gaza. Donc il y a plusieurs points à détailler ici que j'ai détaillés dans cet article que vous mentionnez, l'article d'Orient 21, et d'ailleurs j'en profite pour remercier Orient 21 qui m'a permis d'écrire toute cette année avec une grande liberté dans leur revue, dans cette revue qui est accessible en ligne, donc j'invite vos auditeurs à aller la consulter. Donc j'essaierai d'expliquer pourquoi cette position française n'est pas juridiquement soutenable, notamment au regard des obligations de la France relatives au génocide. Il y a plusieurs points à détailler ici. D'abord, il faut revenir sur cet argument de l'immunité et sur le double standard retenu par la France. Et puis ensuite, il faut examiner, vous l'avez souligné tout à l'heure, il faut examiner la déclaration d'amitié formulée par le ministère des Affaires étrangères. Et on verra que bien loin de justifier la non-exécution des mandats d'arrêt, cette amitié qui est proclamée dans ce communiqué exige que la France respecte ces mandats d'arrêt au titre de la Convention sur le génocide notamment. Donc sur l'immunité, tout d'abord, ce sera mon premier point.
Vous savez, donc, il s'agit d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères français du 27 novembre 2024 qui se réfère à l'immunité de Benjamin Netanyahou et d'autres ministres concernés, nous dit-il. Une immunité, je cite, qui devrait être prise en considération si la Cour pénale internationale venait à nous demander leur arrestation et leur remise. Alors ici, il faut présenter plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut dire que la CPI ne reconnaît pas d'immunité de juridiction aux responsables étatiques, parce que cette immunité ne peut jouer que devant les juridictions nationales, les juridictions d'un autre État, et pas devant une juridiction internationale. Donc, ces responsables israéliens, notamment le Premier ministre, peut tout à fait être jugé par la Cour pénale internationale. Ce dont il est question ici, c'est plutôt de la règle internationale d'inviolabilité qui, en principe, exclut l'arrestation de certains représentants de l'État par les autorités d'un autre État lorsque ces représentants sont en fonction. Et cette règle d'inviolabilité se base sur le principe de souveraineté des États. Il s'agit, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice en 2012, du chef d'État, du chef de gouvernement et du ministre des Affaires étrangères qui jouissent d'une telle inviolabilité, interdisant donc leur arrestation par les autorités d'un autre État. Alors, vos auditeurs pourront peut-être se demander pourquoi un État ne pourrait exécuter un mandat d'arrêt qui est pourtant émis par une juridiction, la Cour pénale internationale, une juridiction qui a le pouvoir de juger parce que c'est une juridiction internationale, c'est-à-dire une juridiction devant laquelle on ne peut pas avancer d'immunité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter des personnes qui vont être jugées sans immunité devant une juridiction internationale? Alors c'est un peu singulier, c'est lié à la spécificité de la Cour pénale internationale, qui n'est pas un organe des Nations unies. C'est une juridiction basée sur un traité qui n'est pas universellement ratifié. Il n'y a que 124 États partis au statut de Rome, au statut de la Cour pénale internationale. Et devant ce type de juridiction, la question se pose de manière un peu singulière. Et il faut distinguer donc 3 cas de figure. S'il s'agit d'arrêter les responsables, que sont donc le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères d'un État qui est parti au statut de Rome, il n'y a pas de difficulté parce que les États partis ont renoncé, en ratifiant le statut de Rome, ils ont renoncé à cette protection du droit international. S'il s'agit d'arrêter cette fois les responsables d'un État qui n'est pas parti au statut de la Cour pénale internationale, lorsque c'est le Conseil de sécurité qui a saisi cette cour, il n'y a pas non plus de problème. C'est le cas s'agissant du Soudan ou de la Libye. En revanche, s'il s'agit d'arrêter les responsables d'un État non parti en l'absence de saisine par le Conseil de sécurité, comme c'est le cas ici, s'agissant d'Israël, et comme c'est le cas s'agissant de la Russie, les États partis au statut de Rome peuvent se trouver dans un conflit d'obligations, en réalité. L'obligation d'arrêter en respectant le mandat de la Cour, de l'institution dont ils font partie, la CPI d'une part, et d'autre part, cette règle d'inviolabilité qui relève du droit international général, d'autre part. Donc il y a comme un conflit d'obligations. Le risque d'arrestation, il existe, mais les États pourront invoquer cette règle générale d'inviolabilité pour éviter de se plier au mandat d'arrêt, et c'est bien ce que semble vouloir faire la France. Mais ce qui est très problématique pour la France, c'est qu'elle a donné très récemment une autre interprétation de ces obligations internationales, puisque, en effet, le même ministère des Affaires étrangères français a affirmé le 2 septembre 2024, à l'occasion d'un point de presse, je cite cet extrait donc, du point de presse, chaque État parti au statut de Rome a l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale et d'exécuter les mandats d'arrêt émis par celle-ci en application des dispositions pertinentes du statut de Rome.
Donc, la question qui était ici posée à la France était celle de la possible arrestation du président russe en fonction qui entendait se déplacer en Mongolie, Mongolie qui est un État parti au statut de Rome. Donc la situation était parfaitement identique à celle qui se présente pour le Premier ministre israélien, un État parti à la Cour pénale internationale, au statut de Rome, obligé d'arrêter le haut responsable d'un État non parti. Donc il y a une contradiction dans le discours français, et le message qui est envoyé finalement par la France le 27 novembre 2024, c'est le suivant: nous arrêterons les responsables d'un État dont nous désapprouvons la politique, mais nous n'arrêterons pas les responsables d'un État ami. Et c'est donc l'illustration parfaite d'un double standard qui n'est plus supporté et qui n'est pas juridiquement tenable. Soit on applique la règle d'inviolabilité à tous, soit on ne l'applique pas. Alors le deuxième point que je voudrais aborder maintenant se rapporte à la déclaration d'amitié que l'on trouve dans le même communiqué du ministère des Affaires étrangères français du 27 novembre 2024. Je cite ce communiqué, si vous le voulez bien. Donc, conformément à l'amitié historique qui lie la France à Israël, deux démocraties attachées à l'état de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante, la France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient. Ça, c'est la suite donc du communiqué. On voit ici proclamer une amitié historique, une collaboration qui se justifie par un récit qui est assez surréaliste au regard de la situation de Gaza. On nous dit, comme la France, Israël serait une démocratie attachée à l'état de droit. Mais comment une telle démocratie pourrait-elle commettre un génocide? Comment aussi une démocratie respectant l'état de droit pourrait-elle violer le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même et gouverner par le moyen d'un apartheid, comme l'a affirmé la Cour internationale de justice dans son avis historique rendu tout récemment le 19 juillet 2024? Comment de plus pourrait-on parler d'une justice fonctionnelle alors que les Palestiniens font l'objet de détentions arbitraires et de tortures brutales en détention? Comment, enfin, quand on voit ce communiqué, comment peut-on penser qu'Israël cherche à obtenir la paix ou à œuvrer pour la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient, avec le siège génocidaire de Gaza, la persécution dans le reste du territoire palestinien occupé, les bombardements du Liban et maintenant de la Syrie? Cette déclaration française, elle est proprement irréelle au regard de ce contexte qui se trouve sous les yeux de tous. Cette déclaration, néanmoins, ce communiqué, la suite de ce communiqué, la proclamation d'amitié, elle fait sens politiquement. Et son sens, c'est le soutien prolongé à un État pratiquant génocide, agression, et ceci au détriment de peuples dont les moyens de résistance sont minimes face à la puissance militaire d'Israël et de son principal allié, les États-Unis. Alors ce soutien prolongé qui est ici proclamé constitue certainement en fait une autre violation du droit international. Pourquoi? Il faut rappeler, comme vos éditeurs le savent sans doute, que la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations unies, saisie par l'Afrique du Sud contre Israël en décembre dernier, cette Cour internationale de justice a affirmé qu'un risque de génocide existait à Gaza en raison de l'action d'Israël contre ce territoire, contre sa population, une population qui est totalement subordonnée à la force de frappe aérienne et à la brutalité du siège israélien. La Cour internationale de justice, elle a même affirmé ce risque de génocide à 4 reprises entre le mois de janvier 2024 et le mois de mai 2024, ce qui est véritablement inédit. Et donc, face à la conscience de ce risque, tous les États partis à la Convention
sur le génocide de 1948, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, tous les États parties ont des obligations majeures. Et on peut d'ailleurs ajouter qu'on n'est plus vraiment dans l'hypothèse du simple risque de génocide, puisque le comportement israélien correspond parfaitement aux critères exigés par la Convention de 1948, je pourrais m'en expliquer, et que l'existence du génocide est désormais attestée par la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, mais aussi par le comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes, ainsi que par plusieurs ONG importantes, le dernier rapport d'Amnesty International et celui de Human Rights Watch en attestent. Donc, les États parties à la Convention sur le génocide, donc, ne doivent pas s'associer au génocide en cours. Ils ne doivent pas, en droit international, s'en rendre complices. Ils doivent aussi prévenir les actes de génocide à venir. Et c'est bien ce qu'a affirmé la Cour internationale de justice en 2007 dans une affaire bosniaque, et c'est ce qu'elle a réaffirmé dans l'affaire opposant cette année le Nicaragua à l'Allemagne et concernant également Gaza. Cette affaire a donné lieu à une ordonnance le 30 avril 2024. Or, en soutenant Israël et par ce communiqué, en falsifiant la réalité de la situation, est-ce qu'on ne peut pas penser que la France s'associe finalement au génocide en apportant une aide politique majeure à Israël? On pourrait se trouver ici dans la figure de la complicité par fourniture de moyens politico-diplomatiques. Et quoi qu'il en soit de cette hypothèse, il est certain en droit que la France doit prévenir les actes de génocide à venir. Et s'agissant de cette obligation de prévention, qui est rare en droit international, la Cour internationale de justice a précisé en 2007, dans la même affaire bosniaque, que cette obligation pesait tout particulièrement sur les États ayant une capacité d'influence sur les auteurs du génocide. Cette capacité d'influence s'évalue au cas par cas en prenant en compte notamment, et je cite la Cour internationale de justice, en prenant en compte l'intensité notamment des liens politiques et de tous ordres entre les autorités du dit État et les auteurs directs des événements. Or, en affichant dans le communiqué du 27 novembre 2024 sa proximité avec Israël, sa collaboration avec cet État, la France admet l'intensité de ces liens politiques. Ces liens spéciaux exigent donc tout particulièrement de la France qu'elle prévienne le génocide. Et précisément, l'un des moyens de prévenir le génocide, c'est d'exécuter les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le dirigeant israélien. En 2007, dans l'affaire bosniaque que j'évoquais à l'instant, la Cour internationale de justice avait d'ailleurs reconnu la responsabilité de la Serbie pour défaut d'arrestation des personnes poursuivies par le tribunal international qui était alors compétent, c'est-à-dire le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc à cet égard, on peut affirmer, sans grande possibilité de se tromper, que la Convention sur le génocide impose à la France de ne pas se plier à la règle d'inviolabilité et de faire prévaloir l'exécution des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Mais, et j'en terminerai par là, les obligations de la France, les obligations internationales de la France et des États membres des Nations Unies ne se limitent pas à cela. La France doit aussi respecter l'avis historique rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024, il y a quelques mois. Cet avis relatif à l'illicéité de l'occupation de l'ensemble du territoire palestinien. Tous les membres des Nations Unies doivent, nous dit la Cour, interrompre leur soutien militaire à Israël, leurs liens économiques et faire en sorte que leurs ressortissants et leurs entreprises ne contribuent pas au maintien de l'illicite dans le territoire palestinien occupé. Accueillant cet avis du 19 juillet 2024 au mois de septembre, le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a d'ailleurs réitéré ses obligations pesant sur tous les États.
Cette résolution de l'Assemblée générale du 18 septembre 2024, qui a été votée par la France ainsi que par 124 États, exige, elle aussi, l'adoption de sanctions significatives visant à obtenir d'Israël le démantèlement immédiat des colonies et du régime d'apartheid qui les accompagne, afin d'obtenir d'Israël aussi le retrait de l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Gaza, avant septembre 2025. Nous attendons donc que tous les États, y compris la France, se plient à ce régime de sanctions qui s'assimile en réalité à un embargo sur les armes et à un embargo économique. C'est le premier moyen de mettre un terme à la violation des lois de l'humanité caractérisant le génocide en cours à Gaza. Mais nous pouvons aussi espérer que l'Assemblée générale ira plus loin dans les mois qui viennent en prenant le relais d'un Conseil de sécurité dont on sait qu'il est bloqué par les États-Unis, en décidant par exemple du déploiement d'une force de maintien de la paix dans le territoire palestinien qui pourrait contribuer dans l'immédiat à protéger les populations martyres de Gaza. Et enfin, il faut souligner que la Cour internationale de justice, toujours dans cet avis du mois de juillet 2024, a affirmé que le retrait exigé des territoires occupés par Israël, ce retrait n'était pas négociable et que cet État, Israël, devrait à l'avenir réparer les dommages causés par les graves crimes commis dans l'ensemble du territoire palestinien. Professeur Raphaël Mison, je m'excuse, j'avais un problème de connexion. Je vous remercie infiniment. Je n'arrive pas à trouver le mot pour vous remercier, pour vous souhaiter bonne continuation pour vos travaux. Je vous souhaite une nouvelle année pleine de succès et de bonheur, malgré la situation critique pour l'humanité. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci.